il est tard, faut commencer. Il est très tard, mais je prends ma caméra parce que j'ai un message à vous faire passer. Je réalise que il y a une chose que la sclérose en plaques m'a apporté, c'est la force. En fait, quand on arrive à vivre avec une sclérose en plaques, à survivre à ce cataclysme, enfin, c'est... Ok, il y a des formes bénignes. Alors, les formes bénignes, moi je suis désolée, mais en général, on ne les diagnostique pas. Avant, des années, peut-être même jamais, parce que quand vous voyez que moi j'ai eu une forme au départ soi-disant bénigne, puis qui est devenue progressive, et qu'on a mis 26 ans de la diagnostiquer, on va pas parler des formes bénignes. En plus, on m'a diagnostiqué en tant que forme bénigne parce que si on regarde par rapport à avant, comment dire, j'avais eu 26 ans à diagnostiquer la maladie, donc j'ai commencé avec une forme pédiatrique quand j'étais petite, avec la fatigue chronique. Et donc quand ils disent, vous êtes encore debout après plus de 20 ans, sclérose en plaques, donc c'est une forme bénigne. Sauf que j'étais en train de passer en secondaire progressive, et du coup, on ne peut pas parler d'une forme bénigne, quoi. Mais bon, bref. Et pourtant, c'était un gros professeur qui m'a dit ça. Maintenant, il s'en mordrait les doigts, il dirait pas ça du tout. Et maintenant, sur le fauteuil roulant, même comme ça, il me dit encore que la maladie, elle va bien. Non, il dit, pas d'évolution, je sais pas. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que donc, quand on doit faire face à une sclérose en plaques. Ce n'est pas une sclérose en plaques bénigne. Attendez, je vais me positionner bien. Il est 2h du matin, donc excusez-moi. Donc quand on a une forme sérieuse de sclérose en plaques, on doit, j'ai envie de dire, tout le temps se combattre. Non, quel mot je pourrais trouver, lutter. C'est un combat de tous les jours de vivre avec une sclérose en plaques. Et moi, je vous remercie. Non, le fait, au moins un avantage d'avoir une forme secondaire progressive, c'est que je n'ai plus de poussée. Bon, je continue à prendre un Copaxone pour éviter quand même mon neurologue ne peut pas me garantir que si j'arrête la Copaxone, je n'ai plus aucun risque de faire une poussée. Il m'a quand même réduite à 2 fois au lieu de... Non, à 2 fois au lieu de 3. Et donc, cette force de caractère que ça nous forge, en fait, elle est utile. Et avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques, moi, j'avais l'impression que les médecins me prenaient pour une tarte, pour une hypochondriaque ou pour une folle, enfin, parce que comment vous n'avez rien, ils voyaient rien, donc rentrez chez vous. Il y a même un gastro qui m'avait dit rentrez chez vous et faites-vous un bon steak. Voilà ce qu'il proposait comme solution contre mes troubles alimentaires. Et là, dernièrement, le médecin nutritionniste que je suis allée voir, il n'est même pas trop nutritionniste, c'est endocrinologue, enfin bref, au CHU, j'ai un peu la haine parce que un peu une sorte de frustration parce que j'ai pas aussi 1 heure. Enfin, ça a été compliqué parce on peut l'avoir que l'après-midi. Moi, l'après-midi, je suis très fatiguée et j'ai besoin de faire la sieste. Et on est allé, il fait très chaud en ce moment, on a pris l'ambulance, donc ça a été tout un trafic. On a porté 1 heure. Pour au final, il nous a gardé 3 minutes pour nous dire bon, ben écoutez, continue de votre poil, on peut dire que il m'a pas dit vous êtes guéri, mais il m'a dit en gros ça vous n'avez plus besoin de moi. Non, il a dit exactement félicitations, bonnes vacances, faites-vous plaisir. Et bien pour moi ça m'a donné un sentiment de mais attendez, je ne comprenais pas pourquoi, maintenant j'ai compris. Il me demande pas comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai vécu ça. Je veux dire, ça fait 30 ans que je suis anorexique. Et là, c'est bon, c'est fini.
dossier terminé, alors rentrez chez vous et faites-vous un bon steak. Et je comprenais pas ce qui me mettait en rogne. Et il ne demande pas comment ça a été pour moi, cette année, avec Casson, ça a été compliqué. Et au final, c'est là, je lui dis, bah, tu vois, finalement, tant mieux, t'as besoin de plus de médecin. Presque, j'avais envie d'annuler avec le neurologue, c'est pas possible, parce que lui, il me prescrit la Copaxone. Donc, il est encore utile. Mais franchement, il me propose rien. Et au final, qui c'est qui me propose, qui suis mon meilleur docteur, c'est moi. Pourquoi? Parce que même quand les docteurs ils me prescrivent des choses, je vérifie toujours, j'ai besoin de me faire confiance à moi en premier. Exemple, pour le péristine, qui est l'appareil d'irrigation du côlon. Aucun médecin ne me l'a proposé, alors que je ne pourrais pas faire sans. Pourquoi? Parce que je souffre de dyschésie rectale. Alors quand on parle de constipation, du ralentissement du transit, constipation, si vous souffrez de dyschésie rectale, ben, vous pouvez toujours manger ce que vous voulez, à moins de vous mettre le transit en vrac et de vous provoquer une diarrhée. Et ben, il faut utiliser des moyens autres que la méthode naturelle pour exonérer. On va essayer de trouver les mots médicaux pour pas vous parler de faire caca. Et donc, quand vous êtes une personne valide ou une personne qui a la impact mais qui n'a pas ce problème de dyschésie rectale, ok, vous allez avoir peut-être de temps en temps des constipations, mais passagères. Si vous avez une sclérose en plaques qui vous provoque des constipations chroniques, là, ça devient plus compliqué. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, ça peut être, forcément, l'alimentation est super importante, mais pour quelqu'un qui mange comme il faut, qui a une alimentation variée, qui mange des fibres, et bien, si elle a une activité qui est réduite, donc elle se trouve en fauteuil roulant, son transit va être perturbé. Et si en plus elle souffre de dyschésie rectale, si elle n'utilise pas soit cette machine d'irrigation du côlon, soit au niveau manuel, pour provoquer l'exonération, et ben, elle pourra toujours se dire, comment dire, ça marchera pas. Voilà. Ah oui, parce que les médecins, ça me fait rigoler, parce que les médecins, ils vous disent, ben, prenez, par exemple, Irutile. Ça peut marcher, mais à condition d'avoir une constipation qu'on appelle basse. C'est-à-dire que les excréments, ils sont déjà là, quoi. Ils sont dans le rectum. Mais sinon, s'ils sont dans le côlon, ben, ça marchera pas. Voilà, donc je connais à rien parce que j'ai traversé tout ça. Et ça me faisait rigoler, donc, parce que le médecin, quand il me dit, bon, les compléments alimentaires, vous pouvez les arrêter. Mais j'ai réussi à prendre 20 kilos sans compléments alimentaires. Et moi, je trouvais, j'ai rien contre les compléments alimentaires, j'ai rien contre les personnes qui arrivent à prendre du poids grâce à ça. Moi, je voulais manger naturellement et j'avais du mal à manger ce qui me faisait plaisir. Alors, vous pensez bien les compléments alimentaires. Et en fait, je me suis moi-même sauvée. Alors, en fait, bon, la sonde a été super efficace et utile au départ. Surtout parce que, en dehors du fait que ça m'a renutri, d'avoir reçu des aliments nutritionnels adaptés, il y a eu une rééducation de l'estomac qui est passée par la sonde parce que tous les matins, l'infirmière m'apportait de l'eau. Elle me faisait boire de force, pas la sonde. Et même l'eau, mon estomac, il voulait pas, il était bloqué, quoi. Petit à petit, au bout de plusieurs mois, il s'est remis à fonctionner, on va dire. Et ben moi, quand il a fallu passer de la sonde à plus de sonde, je me suis moi-même préparée à ça. Parce que même si le médecin m'avait donné une prescription, les infirmières, elles ont plus ou moins suivi. Il y en a une qui était un peu récalcitrante, qui ne voulait pas. Ouais. Et moi, j'avais besoin qu'on adapte à mon ressenti. Donc, ce que je faisais, je vais vous dire, c'est que ils m'ont demandé de faire passer, combien c'était 500. Au final, il fallait que je me branche à 8h30
pour qu'à 9h, je sois libérée, en gros. Et moi, à 8h30, bah, par exemple, si je mangeais, je vais pas en plus me brancher un truc qui me remplissait l'estomac. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais à l'allumer et je le foutais dans la poubelle, enfin dans une bouteille en plastique. Comme ça me laissait 1 heure tranquille pour manger, pour commencer à digérer. Et puis là, après, je me branchais. Et puis il y a des fois, sur la fin, où la nuit, ça me donnait des nausées. Et du coup, bah, c'est pas arrivé souvent, mais 2-3 fois, j'ai foutu tout dans la poubelle et j'ai rien pris, quoi. Et ça, personne n'assume. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit au docteur, quand même. Et de toute façon, je savais que si j'arrivais pas à prendre du poids par moi-même, j'aurais accepté, mais c'était difficile à la fin, parce que ça me donnait envie de vomir. Et je me suis fait confiance. J'étais mon propre médecin, je vais vous dire, même si, je vous dis, j'ai tenu quand même mon médecin au courant. Et mes infirmières n'en ont jamais rien su. Et même mon aide de vie, elle s'en est pas rendue compte, c'est moi qui lui ai dit. Et en fait, ça m'a permis d'y aller de manière progressive, petit à petit. J'ai voulu... Enfin, j'ai senti que je mangeais de plus en plus, ça m'a ouvert l'appétit. Moi, je me faisais confiance. Au CHU, il y avait une femme qui est nutritionniste qui m'avait dit que d'après ce que je mangeais, je commençais vraiment à bien manger. Et mais l'infirmière, elle ne me croyait pas. Et même la nutritionniste, la diététicienne du fournisseur de l'alimentation, il ne voulait pas me faire lâcher la sonde. Et puis j'avais une autre nutritionniste que je voyais en visio qui, elle, me disait, vous pouvez faire le grand saut, là, c'est bon, vous pouvez, ce que vous mangez par vous-même, maintenant, c'est suffisant. Et donc, je me suis testée moi-même en diminuant progressivement la nutrition entérale, jusqu'à voir que je ne perdais pas de poids, je continuais à en prendre. Et pour l'eau, j'avais un peu peur. Et donc, du coup, j'avais demandé à mon médecin de me garder encore 3 jours avec l'eau pour me réhabituer, parce que j'avais peur. Il me donnait quand même 1,5 litre, je crois 1 litre la nuit, et du jour au lendemain, j'ai plus avoir d'eau, ça va faire bizarre, quoi. Et voilà, et petit à petit. Donc, en fait, il faut super se faire confiance, et quelque part, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et je me rends compte que d'avoir, non pas d'avoir la sclérose en plaques, mais d'avoir su, comment dire, de devoir batailler avec une maladie chronique, ça m'a rendue plus forte. Et que j'étais déjà forte avant, parce qu'avec quand on vit des abus sexuels, bah forcément, et qu'on survit à ça, faut être forte, quoi. Quand vous pensez que c'est vous, en plus, qui êtes fautif, bref. Et il faut avoir un mental d'acier, quoi. Et ben je pense que toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques, qui vivent avec, ça nous rend plus forts. Mais bien sûr, il y a des fois, avant d'arriver à ça, on passe par des moments où on est down, quoi. Et je me dis que ça serait, vous me direz, dans les commentaires, si ça vous intéresse, que je m'intéresse à ces questions c'est un peu une forme de résilience, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comment aider les personnes qui ont du mal à vivre avec une sclérose en plaques et qui sont pas dans la phase où je suis moi, qui est que je ne parlerai pas d'accepter la maladie. Je trouve que c'est comme demander, comme si on acceptait, ça veut dire qu'on est d'accord. On n'est pas d'accord d'avoir cette maladie, mais on se l'approprie. C'est un peu différent. C'est-à-dire que on va essayer de se renseigner pour savoir comment vivre au mieux avec cette maladie. Vous voyez, il y a ce côté, on est victime. Ouais, c'est ça. On est victime de cette maladie à je suis sujet. Et donc, je vais essayer de m'approprier cette maladie pour arriver à vivre au mieux avec. Et donc, trouver des solutions pour être résiliente. Résilience, ça veut dire que quand on vit des coups durs, on baisse pas les bras. On n'abandonne pas. Enfin, comment dire. Je veux pas parler, là je veux parler de combat, mais je pense pas qu'il faille prendre la sclérose en plaques comme un ennemi à combattre. C'est pas ça. Parce que la sclérose en plaques, elle fait partie de nous, finalement. C'est plutôt... comment je pourrais dire ça? C'est pas un combat. Le combat, il est dans le sens où on se laisse pas abattre. On a de la force.
Mais il n'y a pas une question de battre quelqu'un. Parce que sinon, ça serait se battre soi-même. Déjà, on se bat soi-même en ayant une sclérose en plaques, parce que c'est une maladie auto-immune. Et la maladie auto-immune, c'est pas rien. Moi, je suis en train de lire le rapport de la CIVIS qui parle des conséquences après sur la vie adulte de l'inceste et des violences sexuelles. C'est que ça a un impact au niveau neurologique et sur le système immunitaire. Donc, il n'est pas question de continuer à se flageller et à combattre, à se dire la sclérose en plaques est un ennemi. Non. La sclérose en plaques est un dysfonctionnement de notre organisme, en fait. Parce que c'est une maladie auto-immune, c'est notre propre système immunitaire qui bug et qui prend la myéline pour un intrus. Donc, faut pas se penser qu'il faut combattre une sclérose en plaques. Il faut s'approprier à la maladie dans le sens quoi mettre en place dans notre vie pour vivre mieux avec cette maladie. Moi, pendant un temps, j'étais dans le déni quelque part parce que je pensais que je pourrais essayer de stopper. Alors, je pense pas qu'on puisse revenir en arrière parce que là, moi en tout cas, comme je suis en fauteuil roulant, mais par contre, arriver à peut-être à ralentir, au mieux, ça serait stopper l'évolution. Mais en tout cas, déjà, il y a aussi ce sur quoi on peut agir, c'est sur le moral, le mental. C'est super important. Je pense que vous avez dû, certains d'entre vous, avoir expérimenté le fait que si on n'est pas bien, c'est là où on va avoir le plus souvent des boussées qui vont arriver. Donc le mental est super important. Voilà, et donc parler de tout ça, je trouve ça intéressant. Voilà, et là je vais me coucher parce qu'il est tard, ça fait 20 minutes que je vous parle. Voilà, donc dites-moi si le sujet vous intéresse. Donc la résilience, comment vivre avec une sclérose en plaques, dans le sens de... Je vais me coucher. Bon allez, voilà.